quel enfant tu étais, quel petit garçon tu étais et où ça se passait? Oui, je me rappelle de quand j'étais petit, bien sûr. Moi, je suis né à Montauban. J'ai habité Montbeton. J'ai eu des parents sympas, qui m'ont bien éduqué. Je me rappelle bien, oui, de toute ma jeunesse. Depuis l'âge de 4 ans, mes parents étaient agriculteurs, donc j'étais toujours derrière eux. Moi, j'étais toujours derrière mon père. Dès qu'il a acheté son premier tracteur, j'étais sur le tracteur et puis je le suivais partout. Mes parents étaient fermiers, hein, donc ils n'étaient pas propriétaires. En 68, ils sont partis de Montbeton, et moi j'avais 12 ans. Pas en 68, pardon, en 64. Ils sont partis de Montbeton, et donc ils ont tout déménagé. Mon père a tout déménagé avec le tracteur et une remorque, et pour partir à Montpezat du Quercy, dans le Tarn-et-Garonne. Et là, pour des histoires de coûts, il a tout déménagé, il n'a pas pris un déménageur, il a tout déménagé avec la remorque et le tracteur. Et puis, je sais qu'il partait à 4 h du matin, moi j'avais 8 ans, et puis je voulais le suivre à tout prix, et donc je montais sur le tracteur, il me prenait entre les jambes, et puis on traversait tout Montauban. Je me rappelle des lumières orange qui étaient modernes à l'époque. Ils avaient fait la route de Paris, la sortie de Montauban, et puis on allait Réelville, Albias, Caussade, et on arrivait à Montpezat du Quercy. Voilà, donc on déchargeait, puis on repartait, et puis après on a habité cette ferme, qui avait une ferme de 80 hectares, en fermage aussi, où mon père faisait l'élevage, il faisait la culture, le blé, les céréales, il faisait beaucoup de cornichons aussi, parce que je me suis donné avec mon frère, Jean-Claude, qui me suivait, puisque j'ai un autre frère qui a 4 ans de moins. Et croyez-moi qu'on a ramassé des cornichons. Et c'est vrai que le matin, il fallait se lever de bonne heure. On a été à la bonne école. Hein. Mes parents étaient sympas, mais alors ils ne nous faisaient pas de cadeaux, quoi. Il fallait travailler. Donc, on ramassait des cornichons, puis après on avait des récompenses, hein, où ils nous amenaient à la fête, où ils nous faisaient des loisirs. Voilà. Et puis ils avaient des vaches, on l'aidait à travailler. On les aidait à les soigner, enfin, on était toujours avec eux. Moi j'ai fait l'école, on a changé d'école de Montbeton, je suis parti à la Madeleine, un petit village où il n'y avait que des champs, et puis une école campagnarde, quoi, hein, en pleine cambrousse, où on y allait à pied tous les matins, on était plusieurs, tous les voisins. Et puis voilà, j'ai fait mon école primaire là, et à 12 ans, ils sont repartis de là. Ils ont décidé de repartir dans une autre ferme à Molière, dans le Tarn-et-Garonne. Et là, j'ai changé d'école. On a fait pareil, on a redéménagé. Et puis, on est parti à Molière. Et puis, là, pareil, on a continué à travailler. J'ai fait l'école. Je suis parti à l'école de la Cabrette, un peu pour finir mes études primaires. J'ai passé mon certificat d'études à 13 ans et demi ou 14, sans jamais avoir de redoublement. Et à la suite de ça, je suis parti à l'école d'agriculture, puisque mes parents étaient agriculteurs. Et j'ai dit, que faire? J'avais pas envie de faire de longues études. Donc je suis parti à l'école d'agriculture à Moissac, au Luc. Là, j'étais pensionnaire. Et puis, quand mon père m'a emmené là-bas, chaque fois je le voyais pleurer, comme il n'était pas habitué à ce qu'on parte. Et j'étais pensionnaire, et donc moi non plus ça ne me plaisait pas, et j'y suis pas resté. J'y suis resté 6 mois, et puis il m'a sorti, et puis je suis allé à l'école d'agriculture de Castelnau-Montratier, dans le Lot, où là je faisais 2 jours d'école et 3 jours dans l'entreprise, enfin chez mes parents, quoi. J'étais en apprentissage, quoi. Alors je voudrais qu'on revienne sur 2-3 petites choses. Ton papa, il y a eu un moment très fondateur apparemment qui te revient aujourd'hui, c'est quand vous avez fait ce déménagement avec le tracteur, traverser la ville de Montauban, aller d'une ferme à l'autre. Alors je voudrais que tu me dises pourquoi c'était si important pour toi. C'était révélateur aussi, j'imagine, d'une certaine manière de se comporter qu'avait ton père et que tu as gardé, c'est-à-dire on se débrouille seul, on fait ce qu'il y a à faire, et tant pis si on ne déménage pas habituellement avec un tracteur, vous l'avez fait. Mais disons que déjà, quand tu as 8 ans ou 9 ans,
t'apprécies tout, quoi. Enfin, moi, je sais pas, j'ai des enfants, dès que je faisais quelque chose, ils voulaient être derrière moi quand ils étaient là. Et donc, je crois que c'est humain de la part d'un enfant. Il a toujours envie de faire des choses. Et puis, monter sur un tracteur, partir à 40 bornes, j'aimais l'aventure, ça me plaisait, quoi. Ça me plaisait plutôt que de rester à la maison, parce qu'à l'époque, on ne voyait pas les copains toutes les 5 minutes. On était dans une ferme, on était isolés. C'était pas comme maintenant. Et puis donc le fait de sortir un peu, et puis bon, j'étais content aussi. Je savais que mes parents prenaient une ferme de 80 hectares. Peut-être que j'avais déjà des petites ambitions, hein, déjà à cet âge-là, mais bon, ça me plaisait de le suivre. Et puis j'étais attaché à mon père, parce que mon père était autoritaire, mais c'était quelqu'un d'attachant, c'était quelqu'un de gentil. Et donc, j'étais bien quand je partais avec lui, ça me plaisait, comme tout, je pense, tout garçon qui suit son père. Tu peux me décrire la vie familiale quand tu étais petit, tu t'en souviens, quand tu avais 4-5 ans? Ben, la vie familiale, c'est une vie normale, quoi. Je veux dire, mes parents étaient agriculteurs, ils travaillaient. Quand j'avais 4-5 ans, une vie d'enfant normale. On travaillait, on mangeait, on dormait, on n'avait pas trop de loisirs. Non, une vie tout à fait normale. Hein. Décris-moi par exemple la maison où vous étiez, la maison qui te fait le plus souvenir de ces trois fermes de ton enfance. Mais la maison, bon, c'était ma maison natale, bien sûr, puisque je suis né à Montauban, mais je suis arrivé dans cette ferme. Je me rappelle toujours que c'était une petite ferme avec un hangar sur le côté, et puis avec des gros poteaux en briquettes rouges où ils mettaient le foin, et puis à côté il y avait la maison avec la cuisine. Bien sûr, il n'y avait pas de salle à manger, cuisine, il y avait 2 ou 3 chambres, et puis une grande cuisine où on vivait là-dedans, quoi. Et puis à côté il y avait une porte qui donnait sur les tables où il y avait les vaches. Donc le soir, je sais que mon père, il allait fumer une petite cigarette le soir, et il regardait ses vaches parce qu'il les nettoyait, il leur passait la brosse pour qu'elles soient jolies. Et puis on s'assoyait sur une balle, il nous racontait des histoires tout en fumant sa cigarette. Et puis des fois même on s'endormait, ou je m'endormais. Et puis après on partait au lit, quoi. On partait au lit, mais moi j'ai que de bons souvenirs, quoi. C'était votre télévision, c'était on ouvrait la porte et on allait à l'étable. C'est ça. C'était bon, l'équivalent. Au départ, oui, parce qu'après on l'a eu la télévision. Quand j'étais à cette maison-là, on a été un des premiers. On a été à avoir la télé en noir et blanc. Je me rappelle qu'on avait des voisins qui venaient voir la piste aux étoiles à l'époque où certains petits films qui passaient là. Et je me rappelle qu'on se réunissait une fois par semaine avec les voisins, et puis ils venaient voir la télé chez nous. Je me rappelle. C'était la fête pour nous. Alors, à l'époque où vous n'aviez pas la télé, vous finissiez de dîner, vous alliez à l'étable, ton père fumait une cigarette, et qu'est-ce qu'il racontait comme histoire? Des histoires de régiment, des histoires de bêtes. Ouais, il nous racontait ses histoires quand il était parti d'Italie, parce que bon, c'est des immigrés italiens, hein, ils sont partis dans les années 40, ils sont venus en France. Et donc il me racontait son histoire, comment il travaillait là-bas, qu'il a vu un père qui était mort avec un accident de cheval. Enfin, il me racontait un peu ses histoires, qu'il avait dû partir de là-bas parce que son grand frère avait pris le relais, et que bon, ça n'avait pas forcément bien marché, et puis que tout s'était un peu délapidé, et puis que la France demandait des étrangers pour venir travailler. Et il s'est décidé, parce qu'ils étaient 12 de famille, quand même, mon père, hein, 12 de famille, frères et sœurs. Donc ils ne pouvaient pas tous vivre comme ça. Et ils sont partis en France, ils sont arrivés du côté de Castel-Sarrazin, et puis ils se sont mis à travailler. Voilà, il me racontait un peu sa vie, quoi. Comment parce que mon père est divorcé aussi. Il a été divorcé de sa première femme avant de connaître ma mère. Et donc, voilà. Et puis il a fait sa vie, là, quoi. Ma mère est arrivée à Montbeton. Il est allé la chercher en Italie, et puis il a eu 3 enfants avec. Voilà. Moi, qui suis l'aîné, mon frère qui a 10 mois de moins, ou 1 an, et l'autre qui a 4 ans de moins. Voilà. Ça parlait italien chez toi ou pas du tout? Mes parents, ils parlaient toujours italien, entre eux. Piémontais, ils parlaient piémontais.
tout le temps. Et moi, et nous, on parlait le piémontais aussi. Hein. On avait appris le piémontais. Ils nous apprenaient le français, mais on parlait avec eux piémontais, souvent même. Hein, souvent. Après, quand on va à l'école, moi j'ai été à l'école à 6 ans, à Montbeton. Là, bon, après, c'est bon. On parlait français. Mais eux, entre eux, ils parlaient toujours italien. Et ça m'a quand même servi parce que je comprends tout de l'italien, je sais même le parler. Et même le vrai, après si je vais en Italie 8 jours, je me débrouille très très bien. Et je suis content de ça parce que c'est bien d'apprendre une langue sans l'avoir bûché, sans l'avoir appris à l'école. Ton père a disparu aujourd'hui? Oui, mon père a disparu en 2003, hein, donc à l'âge de 87 ans, puisque c'était un remariage avec ma mère, donc il avait déjà 40 ans à l'époque, quand je suis né. Donc il a disparu, il avait 87 ans, de vieillesse, je pense, et puis voilà. Et ma mère est restée seule. Qu'est-ce qu'il a pensé, ton père, de ta réussite? On va ensuite reparler de toi, mais il a beaucoup compté pour toi quand tu étais petit. Oui. Ensuite, tu as quitté la maison comme font tous les jeunes gens. Ouais. Et après, tu as très bien réussi. On va en parler après. Ouais. Qu'est-ce qu'il a pensé de ta réussite? Et est-ce qu'il a été pour toi une sorte de témoin à qui tu avais envie de plaire et de complaire? Mais disons que quand on est fils et puis que on a un père aussi qui était à la ferme, qui avait ses idées, qui n'avait pas forcément très bien réussi, mais enfin, et puis que je savais que travailler avec lui, on aurait eu des problèmes parce que c'était lui et pas quelqu'un d'autre. Donc j'ai voulu aussi montrer que je me démerdais tout seul et que j'allais lui prouver que j'allais faire quelque chose dans ma vie. Que même, c'est dommage qu'il n'ait pas eu de ferme, peut-être, parce que de 80 hectares, peut-être j'en aurais eu 200, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être été marchand de bestiaux, parce que mon père était marchand de bestiaux, quand même. Donc j'aurais peut-être aimé ça. C'était déjà un peu le business, ça, déjà. Mais c'est vrai que je suis rentré à l'administration, je suis rentré là un peu par accident, moi. Mais je n'étais pas dans un élément qui me plaisait. Moi, il fallait que je fasse du business comme il fallait. Donc, d'ailleurs, quand j'étais à l'administration, j'ai même passé l'examen de moniteur auto-école en alternance pendant un an. Et quand j'ai été reçu, j'ai travaillé pendant des années en parallèle. À l'époque, c'était plus cool que maintenant. En parallèle de mon boulot, je faisais de l'auto-école. Tu étais un éternel ambitieux, quoi. J'aimais ça. J'avais envie de gagner de l'argent. C'est vrai que fonctionnaire, on gagne un certain salaire, mais je ne suis pas un dépensier. Je ne suis pas capable de craquer de l'argent connement sans réfléchir. Mais par contre, j'aime l'argent, quoi. J'avais envie de me faire une baraque, de créer une famille, de dire, moi, j'ai démarré de rien, je veux un jour avoir quelque chose, et si je peux, je vais y arriver, je vais me battre. Et c'est ce que j'ai fait tout le long de ma vie. J'ai toujours travaillé, j'ai fait des jardins. Quand j'étais ici à Toulouse, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé parce que j'avais envie de l'appât du gain. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que quand j'étais jeune, je n'en avais pas trop. Et puis des fois, ma mère, quand je sortais, la pauvre, elle me filait 100 balles en cachette, parce que mon père m'a jamais rien donné, par contre. Il était très rustre de ce côté-là. Et tu veux de l'argent, gagne-toi-le. Voilà. Et ma mère, des fois, lui piquait 100 balles dans la poche pour me les filer. C'était peut-être plus éducatif que du radinisme. Oui, peut-être. Que de l'avarice. Oui, non, mais c'est ça, il était comme ça. Parce qu'il t'aimait profondément. Ah oui, mais c'était quelqu'un qui nous adorait, mais très dur quand même, quoi. Il n'avait pas l'idée de dire, tiens, mon fils, prends 100 balles, profite-en ce week-end. Je voulais revenir aussi sur la scène que tu as citée tout à l'heure, où tu parles de ton père qui se met, un type quand même viril et... qui se met à pleurer quand il te dépose au pensionnat. Mais il était très attaché aux enfants, déjà je pense, d'une part. Il était très attaché aux enfants, d'une part, déjà parce que dans son premier divorce, il avait 3 enfants, un qui s'appelait Robert, comme moi,
une fille, Thérèse, et une autre fille, Simone. Et donc, le divorce s'étant mal passé, je parle d'il y a 65 ans, hein, c'est vieux. Et donc, les divorces, c'était pas d'actualité à l'époque. Et donc, ça s'était très mal passé, tellement qu'il a perdu un peu ses gosses de vue, parce que quand il allait les chercher à l'école, sa femme, son ex-femme, lui disait aux gosses, écoutez, vous n'allez pas avec votre père. Hein. Donc lui, il arrivait, il se faisait porter par un taxi ou avec un cheval, à l'époque, qui nous racontait. Et puis quand il arrivait, ses gosses lui disaient non, on ne veut pas venir avec toi. Donc il repartait en pleurant, et il les a abandonnés, il les a abandonnés. Par la force des choses, il est resté une dizaine d'années ou 15 sans les revoir. C'est un traumatisme. Voilà, peut-être. Et puis un jour, c'est son fils Robert, d'ailleurs j'ai compris pourquoi il m'avait appelé Robert, parce qu'il a dû croire qu'il avait perdu ses enfants à l'époque. Donc il s'est dit, eh ben, je vais refaire un Robert. Voilà. Et c'est comme, parce que c'est rare, les familles, hein, mais bon, voilà, il n'a pas réfléchi plus que ça. Mais en attendant, ça devait être un traumatisme pour lui, parce que pour rappeler un autre fils avec une autre femme le même prénom, c'est quand même pas normal. Voilà, donc du coup, c'est son fils aîné qui était ingénieur au pont des Chaussées, qui un jour s'est rappelé qu'il avait une tante qui était sa marraine, qui habitait à côté d'une nationale où il travaillait. Et puis il est allé la voir, et puis il a demandé à savoir où était son père. Et donc là, c'est reparti, ils se sont retrouvés, et puis voilà. Donc, il a retrouvé ses enfants après. Mais bon, nous on avait à l'époque 10 ans déjà. Voilà. Donc tu as retrouvé une relation avec ta première fratrie. Oui, j'ai retrouvé une relation, d'ailleurs je les côtoie toujours. Hein. Bon, j'ai une sœur qui est décédée, mais j'ai un frère qui est à Tournefeuille et puis une sœur qui est à Libourne. Il n'y a pas de problème, on se voit, oui. On ne se voit pas tous les jours, mais on se voit au moins 2 fois par an, sans problème. Et si ton père était là aujourd'hui dans le bureau, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Je ne sais pas, le remercier de m'avoir bien éduqué, de m'avoir appris la vie et de m'avoir donné les vraies valeurs de la vie, quoi. Finalement, c'était dur. Enfin, c'était comme ça pour tout le monde à l'époque, plus ou moins. Mais enfin, c'est vrai qu'il m'aurait laissé faire, peut-être j'aurais peut-être pas fait ça. J'aurais été un enfant gâté, peut-être que j'aurais pas réussi. Je sais pas. En tout cas, je le remercie de l'éducation qu'ils m'ont donnée, ma mère et lui, hein, parce que ma mère est là, je n'en ai pas encore parlé, mais ma mère, c'était tout, je l'ai perdue aussi. C'était tout pour moi aussi. Voilà. Alors, comment elle était ta mère? Ton père, tu m'as pas décrit physiquement comment il était. Mon père, c'était quelqu'un qui faisait 1m78, il faisait 90 kilos, c'était un bel homme. C'était un bel homme, brun, un bel homme très attentionné, qui aimait bien plaire, qui se parfumait toujours, qui était toujours propre quand il sortait, voilà. C'était quelqu'un de très attentionné, qui prenait soin de lui, même s'il était agriculteur à l'époque. Et ma mère, c'était une petite femme de 1m60, 45 kilos, qui était adorable, et qui était fille-mère, hein, quand mon père l'a rencontrée. Et donc j'ai un demi-frère que j'ai toujours en Italie, là. Et puis ça s'est pas bien passé avec mon père, quoi, parce que il a pris la femme, mais le gamin, ça n'allait pas. Donc à 20 ans, quand il a été grand, il est reparti en Italie. Voilà. Et ma mère en a souffert de tout ça, elle en a souffert. Bon, et puis c'était quelqu'un de dur quand même. C'était quelqu'un de dur, même avec ma mère. Mais bon, gentil, bon cœur. Mais voilà, les vieux rustres dans le temps. Hein, voilà. Enfin, elle était dure, mais elle te donnait un petit billet. Ah, ma mère, non, ma mère était très gentille. Je parlais de mon père, oui, qui était rustre. Ma mère, très gentille. Ma mère, très gentille, adorable, toujours. Elle nous a toujours fait tout pour nous. Elle nous faisait les pantalons, elle nous faisait les tricots, elle faisait tout. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas trop d'argent. Hein. Donc, on n'achetait pas des trucs, à part les chaussures qu'il fallait acheter. Mais après, tout le reste, les chaussettes, les pantalons, les chemises, elle était couturière, elle avait une machine à coudre, elle faisait tout. Elle était très, très à droite. Alors, ton père, donc, c'était quelqu'un de dur, c'était quelqu'un de dur, mais avec le cœur tendre. Voilà, il était très dur, mais il avait un cœur tendre. Et quand j'étais à l'armée, pour citer un exemple, quoi, hein, j'avais une 511 Santéi à l'époque, que je m'étais payé.
Et donc, je devais revenir le vendredi, et puis j'ai eu un problème de moteur. J'étais en panne sur le parking devant la caserne. Donc, il m'appelle, il me dit, tu rentres quand? Eh bien, j'ai dit, écoute, je rentre pas, parce que j'ai pas de voiture, je suis à pied, la voiture est en panne, et j'ai pas d'argent pour la réparer. Et donc, je reste là. Il y a eu un blanc. Mais comment, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, ben, alors, écoute, je sais pas, elle ne marche plus la voiture, donc c'était bagnole à l'époque. Et donc, mais il me dit, mais prends le train, on va s'arranger, rentre quand même. Non, je ne peux pas rentrer, je rentrerai peut-être le week-end prochain si je peux. Bon, eh bien, ok, comme tu veux. Et puis le week-end d'après, je suis rentré, et là-bas, sur place, m'attendait une voiture. Il m'a acheté une bagnole. La même, une 5200, pas plus belle, mais la même bagnole. La même bagnole, parce que bon, moi, dans la semaine, je m'étais renseigné, le moteur était mort, donc c'était pas la peine de la réparer. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ah là, j'ai été bouche bée, j'ai pas compris. J'ai été époustouflé. Là. C'est vrai que quand j'ai vu cette bagnole, elle était rouge, la mienne, il m'avait acheté une bleue. Je suis resté ébahi là. J'ai dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait là? Je le reconnaissais même pas quoi. Mais je pense que dans son truc, il avait peut-être des regrets, il s'est dit peut-être attends, j'ai jamais rien donné, j'ai été peut-être un peu dur, je peux pas la laisser comme ça. Et là, il m'a acheté la bagnole et ça m'a vraiment touché. Et toi, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit à la ferme? Tu faisais quoi? Je m'amusais, et mon frère et mes frères après, et puis on participait aux tâches quotidiennes. Hein. On n'avait pas grand-chose à faire. Hein. Je sais que quand on était à Montpezat du Quercy, après, avec mon frère, quand on avait un peu de temps, quand on avait fini les devoirs, on se mettait, c'était au bord de la Nationale 20, on se mettait au bord de la Nationale 20, là, et on comptait les bagnoles. Alors j'ai dit, tiens, moi je vais compter les DS, toi tu comptes les 016. Celui qui en a le plus, il a gagné. Quoi. Vous voyez les jeux qu'on avait. On avait des jeux simples. Tu as gardé des amitiés comme ça de cette époque? Oui, j'en ai gardé un, surtout un qui a monté un magasin de pizza d'ailleurs même, il y a quelques années, mais ça a mal fini. Enfin, ça a mal fini, c'est dommage, parce que c'était mon meilleur ami. Et il m'a un peu trahi, c'est-à-dire qu'il s'est permis, je lui ai vendu un magasin, je lui ai fait des prix, j'ai été vachement sympa avec lui, je l'ai mis en place, je l'ai hébergé 3-4 mois, ma femme lui faisait à bouffer tous les soirs. Et puis il a vendu le magasin, il est allé monter sa propre marque à 40 km pour dire de ne pas payer de royalty, de ne pas être dans un réseau. Donc ça, j'ai pas avalé, j'ai pas été sympa avec lui. Donc on ne s'est pas battu, hein, mais bon voilà. Ça s'est mal fini. J'ai trouvé que c'était pas sympa. Moi, je suis pas comme ça. Je me suis jamais permis d'être comme ça dans les affaires. J'ai toujours été droit. Je me suis franchisé dans l'esthétique. Et puis pourtant le franchiseur c'était un concurrent à moi, France Allemand de la boîte à pizza. Et jamais je l'ai trahi. J'étais franchisé, je payais mes royalties, j'étais bien. Voilà. Et ça, je ne l'ai pas avalé. C'est dommage parce que je l'aimais bien. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé depuis mon plus jeune âge jusqu'à 55 ans, qui était parti au chemin de fer suisse. On s'était perdu de vue, mais on s'est toujours retrouvé. Mais bon, voilà. J'étais un peu déçu. J'en ai d'autres copains avec qui j'ai gardé de bonnes relations. Bon, on se voit, mais la vie étant, chacun fait un peu son train-train et puis on ne se voit pas toujours. Mais quand on se voit, on a toujours grand plaisir à discuter, à se remémorer nos petites histoires de jeunesse. Tu as l'impression d'être plus heureux aujourd'hui ou tu étais plus heureux quand tu étais enfant? Alors là, franchement, j'ai toujours été heureux. Je veux dire, je me suis toujours adapté à la situation. Voilà. Je veux dire, j'ai démarré, j'ai jamais manqué de rien. On n'avait pas beaucoup, certes, mais on avait ce qu'il fallait. Je comptais les voitures, je regardais les belles bagnoles, mais je me disais, c'est pas pour toi, hein, c'est pas pour tes parents non plus. Mes parents avaient une 4L. Mais j'ai toujours été heureux, même quand j'étais fonctionnaire. J'étais pas bien, le boulot me plaisait pas. Mais j'ai fait ma vie, je regrette surtout pas les 15 ans que j'ai passé à l'administration, parce que ça a été un vécu et une belle expérience pour moi. Puis quand j'ai été dans les affaires, je me suis éclaté, parce que là j'étais dans un autre monde, que je côtoyais différentes personnes. C'était pas un huis clos comme l'administration pénitentiaire, où on a toujours les mêmes, on parle toujours de la même chose. Ça allait pas plus loin, quoi. C'était un peu limité.
Alors que, bon, ben, les affaires, là, je me suis régalé. J'ai eu d'autres soucis, hein, parce que quand on a des affaires, c'est affaires égale emmerdement. Mais j'ai gagné un peu plus d'argent. J'ai pu me payer des choses que je ne pouvais pas me payer par le passé. Mais j'ai toujours été mesuré, quoi. Je veux dire, j'ai jamais pété plus haut que mon cul. Je pourrais, parce qu'aujourd'hui, j'ai créé quand même quelque chose. J'ai une trentaine de locaux commerciaux. J'ai des biens. J'ai 40 000 euros de loyer qui rentrent par mois. Donc j'aurais de quoi me la péter si je voulais, mais j'ai toujours épargné, j'ai toujours privilégié mes enfants, l'entreprise, pour qu'ils aient quelque chose et voilà. Et Tu as refait la ferme de papa. Voilà. Voilà.